Salut Catherine, salut tout le monde. Salut Pablo, salut à toutes et à tous, on est content de vous retrouver. On est très très content de vous retrouver après la pause estivale de Regard et on est prêt à rentrer dans le bain politique. Pour tout vous dire, on pensait commencer les débriefs et les newsletters d'ailleurs la semaine prochaine. Et le camarade François Bayrou en a décidé autrement en disant qu'il allait se soumettre à un vote de confiance le 8 septembre prochain. Et comme il l'a fait lundi, on s'est dit, bon, bah, on ne peut pas laisser passer une semaine, il va falloir qu'on en parle. Donc on a commencé les newsletters mardi et nous voilà dans le débrief de la semaine. Première chose, première question que je te pose, Catherine, comment est-ce que tu sens les choses? Parce que c'est la question qu'on pose aux commentateurs politiques là cette semaine. Enfin, genre, comment tu vois le truc? Est-ce que tu penses qu'il a des chances d'éviter la défiance, c'est-à-dire de tomber? Et s'il tombe, qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a mon parasol qui vous fait coucou. Oui, parce que j'ai oublié de dire que Ouais, moi, je suis encore à c'est 7 jusqu'à encore dans le lundi. sud. Jusqu'au lundi Dans 1er ses septembre. vacances. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, ben non, aucune chance, mais absolument aucune. Et le problème, c'est pas, d'ailleurs, personne ne s'intéresse véritablement à ce sujet. Le problème, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe après. C'est est-ce que après, il y a un nouveau Premier ministre qui a une chance? Et si tel n'était pas le cas, qu'est-ce qui se passe ensuite? Hmm. Dissolution ou démission d'Emmanuel Macron. Alors, moi, je pense que Emmanuel Macron, tout à sa conviction que sa politique était la bonne politique qu'il conduit, comme on le sait, depuis qu'il a été le conseiller de François Hollande, puis ministre de l'économie et des finances. Donc, ça fait quand même depuis 2014 au moins, enfin, 2014 qu'il est aux affaires, hein. Ça fait donc plus de 11 ans qu'Emmanuel Macron conduit la politique de la France, que les résultats ne sont pas brillants, mais qu'il ne veut pas le reconnaître et que donc il veut persister dans les grands choix qui sont les siens, c'est-à-dire une politique à la fois de soutien aux entreprises et de diminution des dépenses sociales, qui serait l'objet de la cause, pardon, de l'endormissement des Français qui ne travaillent pas assez, qui ne produisent pas assez et qui ne sont pas assez innovants et proactifs. Donc, il ne va pas céder sur ça. Alors, j'entends bien que les socialistes font valoir qu'ils sont capables de gouverner, de trouver des majorités. Ils n'ont pas tort, hein, parce qu'ils ont trouvé des majorités l'année dernière pour le budget à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont tellement consensuelles dans le pays qu'il est difficile pour les députés de les récuser. Donc, l'année dernière, c'était un budget qui même ramenait si j'en crois ce que disait notamment Éric Coquerel, le président de la Commission des finances, le déficit du budget en dessous des 3% en trajectoire. Je ne sais pas si c'était immédiatement demain, enfin bref. En tout cas, c'était des recettes nouvelles qui permettaient de rompre avec l'aggravation du déficit et qui, en même temps, ne cherchaient pas à faire les poches de nous tous qui n'en pouvons mais, puisque, en fait, maintenant, c'est tout à fait un acquis que ce déficit, il est lié. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron va nommer un ministre issu de la gauche, vraiment de la gauche, c'est-à-dire je ne parle pas d'un éventuel Cazeneuve qui n'est pas là pour faire une politique vraiment de gauche, mais quelqu'un qui serait en gros dans le groupe NFP qui a fait l'année dernière, qui a réussi à rassembler une majorité autour de ses idées et de ses propositions. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron va nommer un ministre issu de cet espace politique-là, euh, député de cet espace ou quelqu'un comme Lucie Castet ou autre. Donc le 9 au soir, je crois qu'il n'y a pas de doute que nous allons nous trouver dans une crise politique aggravée. Le problème cette fois, c'est que non seulement c'est une crise politique, mais elle va redoubler une crise sociale et économique. Euh, et là, ça commence à devenir ça commence à sentir un vent de choses très profondes, quoi. Voilà. Et je te laisse parler à toi. Toi, tu crois quoi?
On va en parler. Non, moi d'abord, un mot sur les raisons en fait qui poussent François Bayrou à convoquer ce vote de confiance qui, franchement, de l'avis de tous, va aboutir à sa chute. C'est quand même spécial, tu vois. Il était pas du tout obligé d'avoir un vote enfin, de convoquer un vote de confiance, hein. Il aurait pu soumettre la copie du gouvernement sur le budget au Parlement, que bah, voilà, le Parlement travaille sur ce budget. Et à la fin, il y aurait eu éventuellement un vote du budget avec des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc il choisit en amont de dire, voilà, la raison pour laquelle il fait ça, et je l'ai rappelé dans une newsletter cette semaine, c'est que il n'a pas confiance dans le Parlement. C'est-à-dire, c'est dans l'autre sens, en fait. C'est lui qui n'a pas confiance dans le Parlement. C'est lui qui ne veut pas donner sa copie au Parlement parce que, en fait, une loi, un projet de loi, on sait comment ça rentre dans le Parlement, on ne sait pas comment ça en ressort. Les députés, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, ils co-construisent la loi et on ne sait pas très bien, comment ça peut en ressortir. Et je mettais, c'est ce que j'expliquais dans une newsletter, l'année dernière, ça s'était, entre guillemets, très mal passé pour Michel Barnier, qui avait fait une proposition de budget lorsqu'il est arrivé à Matignon avec son équipe gouvernementale. Les députés et les sénateurs ont bossé dessus. Et puis à la fin, bah, les députés, ils se sont mis d'accord sur un budget. C'était Éric Coquerel qui était le patron de la commission des finances, notamment, qui avait emmené une partie des débats. Et puis ils avaient trouvé, ils avaient fait une proposition alternative. Et ça n'a pas plu à Michel Barnier, ou plutôt, ça n'a pas plu à Emmanuel Macron, parce qu'il voyait son projet de France, de politique pro-business, la politique de l'offre, etc. Ça lui plaisait. On remettait ça en question, en fait, dans le budget qui était proposé par les députés, c'est-à-dire la représentation nationale. Et donc, il a dit stop, Michel Barnier, là, tu vas aller dire à l'Assemblée nationale que, genre 49.3, on prend la version du Sénat, c'est-à-dire une version encore pire que celle qui était proposée par Barnier, et puis ça serait comme ça. Là, c'est ça qu'il est en train d'encadrer. C'est-à-dire que il se dit, je vais essayer pendant 10 jours, parce que là, il s'active, hein, le camarade Bérou, hein, à dire, soit vous acceptez que, genre, il faut 40 milliards d'économies selon, genre, ma logique. Alors, il veut bien discuter, tu sais, comme dirait l'autre, il veut bien nous laisser le choix dans la date. C'est-à-dire que, allez, les jours fériés, on n'est pas obligé de prendre les deux qu'il avait donnés au départ, on peut en prendre deux autres. Enfin, genre, vraiment, il a vraiment dit ça. Ça a été vraiment sa proposition. Vous pouvez en choisir deux autres. Non, mais ça, donc, la logique, il l'a inscrite et il veut que tout le monde soit d'accord avec les 40 milliards, que tout le monde soit d'accord avec la logique. Et derrière, il nous aura fait assez peur parce qu'il y a le mur de la dette. Et puis, on devra discuter, les députés devront discuter de ça. Non, mais honnêtement, je ne sais pas dans quel monde vit ce monsieur. Genre, ça ne m'a, ça- l'esprit de nos institutions, c'est absolument pas celui-là. On ne peut pas forcer le bras, moi je sais pas comment on dit, à l'Assemblée nationale, à la représentation nationale. C'est eux qui ont la prérogative du budget. Il faut les laisser bosser. Et donc, il va chuter. Alors, derrière, il y a eu des propositions, enfin, j'entends, on parle de dissolution, il y en a toujours qui demandent la démission d'Emmanuel Macron, pourquoi pas. Mais enfin, Emmanuel Macron ne démissionnera pas. Il l'a rappelé cette semaine dans une interview, je sais pas quoi, enfin, comment on dit, les bruits de couloir. Mais surtout, Emmanuel Macron a aussi dit qu'il ne dissolverait pas. Il a dit, c'est de la politique fiction. Alors, je sais plus, c'est aussi un bruit de couloir, Mm, ça a mm. été rapporté dans le monde. Donc, il ne veut pas dissoudre non plus. Donc, le plus probable, j'ai pas dit que ça adviendrait nécessairement, le plus probable, c'est qu'il nomme un autre Premier ministre. Et genre, qu'il soit exactement la même chose. Enfin, nous, on verra pas la différence. Enfin, ça sera Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, ou je sais pas quoi, enfin, François Barouin, ou je sais pas. C'est votre âme. Vautrin, voilà, n'importe quoi, enfin, pour mener toujours la même politique. Un tout petit point là-dessus, parce que cette semaine, j'ai été amené à faire des débats sur France Info, face à des gens qui, en vérité, sont vraiment persuadés que la question de la dette est une question qui relève, en fait, ou qui pourrait relever du chaos.
Et ça, c'est assez intéressant parce que je veux pas nier leur conviction profonde, en fait, et leur sincérité lorsqu'ils affirment, si c'est pas ce choix-là, on court au désastre. La première chose, leur premier argument, qui est pas non plus totalement délirant hein, dans un monde de capitalisme néolibéral, c'est de dire, si jamais on ne fait pas ce que François Bayrou a dit, alors les marchés financiers ne vont pas être contents. Et si les Mm. marchés financiers ne sont pas contents, alors il y a une augmentation des taux d'intérêt, voire quand on dit une augmentation, pour l'instant les taux d'intérêt Mm. augmentent, ils peuvent augmenter. Ils n'ont jamais explosé, comme ça a été le cas dans certains pays. Ils pourraient exploser. Et alors là, c'est la catastrophe parce qu'effectivement, là, il y a des gros problèmes de genre, bah, comment est-ce qu'on s'endette, où est-ce qu'on trouve de l'argent, la question de l'inflation, etc. Pour l'instant, ce scénario-là ne nous menace pas. Mais eux, c'est de ça dont ils ont peur. Et dans une certaine mesure, le seul problème de leur raisonnement, c'est qu'ils font des marchés financiers, c'est-à-dire d'un objet qui est genre à la fois théorique, euh, parce que ça n'existe pas vraiment les marchés financiers, et en même temps, il faut comprendre en fait que ce sont des intérêts privés. Les marchés financiers, c'est des gens qui veulent gagner de l'argent et qui veulent gagner plus d'argent, et que ils considèrent que c'est un des acteurs principaux de notre démocratie. Et ça, on est en droit de dire non. On est en droit de dire, Mm. bah, les marchés financiers, c'est un paramètre non négligeable, mais ce ne sont pas eux qui peuvent dicter la politique budgétaire de la France. La deuxième chose, c'est la question des ordres de grandeur. Et après, je m'arrêterai là-dessus. Parce que, notamment François Bayrou, rappelle sans arrêt les ordres de grandeur. Alors, il est là, et alors c'est assez drôle parce que je trouve les ordres de grandeur, pour moi, c'est la chose la plus importante qu'on doit apprendre lorsqu'on fait des mathématiques à l'école. Et en fait, il manipule les ordres de grandeur n'importe comment. Enfin, vraiment, alors, il est là, il balance. Ça fait toujours peur, en fait, un chiffre de la dette. Donc, il donne le gros chiffre et il dit, vous vous rendez compte? Et puis après, hop, il divise ça par le nombre de Français. Et là, on se dit, c'est énorme, mais on ne peut pas assumer ça. Si c'est par tête, en fait, que la dette était, détenue. Et puis après, à chaque fois, il fait des projections et toujours avec des chiffres qui sont 1000 milliards. Nanana. Bon, autant dire qu'il y a 1000 milliards d'étoiles dans la galaxie. Enfin, on ne sait pas ce que ça veut dire. Enfin, Mm. enfin, la dernière fois, bah, je lisais, genre, pour le lendemain de l'annonce de Bérou, j'ai ouvert les Échos, j'ai acheté les Échos et j'ai lu les Échos. Et alors, c'est assez drôle parce qu'ils te disent, ouais, la dette, nan, c'est énorme, ce chiffre vraiment complètement dingue, 3000 milliards, machin. Et puis, tu vas à la page d'après, 3000 milliards, c'est juste la capitalisation boursière de Apple. Hein. Donc, c'est quand même assez drôle, tu vois, de dire que, genre, et là, ils trouvent ça normal, enfin, pas de problème, capitalisation boursière de Apple, 3000 milliards, on passe, tu vois. Bon, j'ai toujours pas d'iPhone gratuit, mais enfin, genre, tu vois, et ces ordres de grandeur-là, donc, ils sont utilisés par le pouvoir pour nous faire peur. Mais le seul problème, c'est que, et c'est Thomas Porcher, d'ailleurs, je renvoie au débat qu'il a eu avec Dominique Seux vendredi matin, c'était très intéressant, parce que lui, il rappelait ça. Il disait non, mais il faut arrêter de faire peur, il faut arrêter de dire ouais, scénario comme à la grecque, non, non, non. Enfin, effectivement, aujourd'hui, on a des taux d'intérêt à 5 ans et à 10 ans on est plus proche de l'Italie que de l'Allemagne. Mais enfin, c'est l'épaisseur du trait, hein, c'est ce que vraiment Thomas Porcher l'a dit. Il a dit c'est vraiment l'épaisseur de trait, la différence entre l'Allemagne et l'Italie. Enfin, je veux dire, on n'est pas à 30% ou on n'est pas à 50%. Ils sont à 1,3 et les autres sont à 1,40, enfin à 1,4. Ça va aller, hein, on va s'en sortir. Donc, et nous, on est passé de 4 à 1,3. Enfin, je ne dis pas les bons chiffres. Mais ce que je veux dire, c'est que genre, on n'est pas du tout dans un décrochage. D'ailleurs, aucun pays européen aujourd'hui n'a décroché en fait sur cette question des taux d'intérêt. Donc voilà. Mais encore une fois, ce que je trouve important, c'est qu'ils ont des convictions. Ces gens ont des vraies convictions et je veux pas les nier. En fait, ils le font pas juste à des fins maléfiques pour détruire les services publics. Il y a sûrement des gens qui se disent, tiens, on va utiliser ça parce qu'on va remplacer les services publics par du privé, et puis, mais je ne pense pas que ça soit le cas, par exemple, de François Bayrou. Je pense qu'il est intimement persuadé, et je pense qu'il a tort, il est intimement persuadé que cette question de la dette, c'est la responsabilité ou le chaos, comme il le répète à l'envi. Et enfin, moi,
je voudrais te suivre parce que j'aime bien ne pas être méchante avec les autres, mais enfin, je ne vois pas comment Bérou ne peut pas voir que l'augmentation de la dette, c'est quand même un tiers de l'augmentation de la dette, c'est pendant sous le mandat de François, de n'importe quoi, d'Emmanuel Macron, et que tout a été informé, renseigné sur le fait que c'est lié à un recul des rentrées fiscales. C'est-à-dire que c'est quand même profondément lié à tous les allègements d'impôts qui sont intervenus pour les entreprises, mais y compris pour les particuliers, avec la suppression, par exemple, des impôts que l'on payait auprès des communes. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que ils sont intimement convaincu que c'était ça la bonne politique, qu'il fallait faire baisser les taux d'imposition. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une réflexion globale sur qu'est-ce que notre pays, sur quoi, quels sont les équilibres qui font tenir notre pays, c'est-à-dire en particulier les services publics, la justice fiscale. Ils ne réfléchissent pas à partir de là. Donc, ils ne se posent pas cette question, ils se disent il y a trop d'impôts et ils ne se posent pas la question, il y a trop de dettes, et ils ne se posent pas il y a trop de dettes et il y a trop d'impôts, ils ne se posent pas la question de ce qui est par ailleurs les fondamentaux de la France. Donc, je trouve, je veux bien qu'ils en soient convaincus, mais ce sont des gens qui ont une vision très petite de la politique et de ce qu'est la France, quoi. Voilà, c'est ça que je ressens. Deuxièmement, là, ce matin, on enregistre, on n'a pas encore, enfin, moi, j'ai pas encore pris connaissance des propositions que va faire le Parti socialiste, puisque eux, ils veulent encore jouer, je crois pas qu'ils y croient vraiment, mais ils veulent jouer la crédibilité et affirmer leur capacité à prendre en main le pays. Donc, je serais intéressée de savoir ce qu'ils proposent. Je pense qu'il faut faut raisonner sur plusieurs temps, en fait. Il y a la question du budget 2026 et puis il y a les transformations plus profondes. Et j'espère que on va avoir des gens qui vont réfléchir sur comment le budget 2026 peut déjà rétablir davantage de justice fiscale pour obtenir davantage de consentement des Français, de redonner un peu d'air au service public. Bon, il y a des choses à faire pour 2026, mais il y a quand même une réflexion plus globale à avoir. Je ne sais pas si ça sera le cas aux universités d'été du Parti socialiste. Je ne sais pas ce que les autres partis envisagent de faire, mais en tout cas, c'est évident que la suite de la discussion politique en France va porter sur ça. C'est-à-dire, au fond, euh, est-ce que nous sommes un pays avec des moyens? Est-ce que nous sommes un pays riche? Et qu'est-ce que nous faisons de notre richesse? Et qu'est-ce que nous avons envie d'avoir comme pays pour nous-mêmes et pour nos enfants? Et c'est sur cette discussion-là que l'on attend, que tout le monde attend. Mais je voudrais réinsister sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la crise politique qu'on a connue avec Michel Barnier est infiniment moins grave que celle qu'on se prépare à vivre. Parce que, d'une part, parce que c'est bis repetita, donc ça veut dire une aggravation de la crise politique, et d'autre part, c'est sa conjonction avec une défiance sociale quand il y a eu les affaires, enfin, toutes les discussions et les turpitudes autour du projet de Michel Barnier, il n'y avait pas un mouvement social en France comme celui qui s'annonce à la fois avec le 10 septembre et le 18 septembre et les appels et en fait le niveau je ne sais pas comment ça va se traduire, personne ne sait comment ça va se traduire, mais le niveau de défiance. Et je pense qu'il y a deux événements au cœur de l'été qu'on n'a pas commentés, mais qui sont très importants. C'est ce qui s'est passé avec la loi du plomb, qui montre qu'on n'est pas prêt à tout sacrifier pour la rentabilité, euh, là en l'occurrence d'une agriculture productiviste. On n'est pas prêt à sacrifier la santé de nous tous, l'eau, les paysages pour ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'impact qu'a eu la commission d'enquête des sénateurs qui a révélé ces 211 milliards d'aides aux entreprises sans aucune contrepartie exigée. Et je pense que ces deux événements nourrissent la conscience de l'impossibilité que ça continue comme ça et qu'il y a quelque chose qui ne tourne absolument pas rond. Et donc, moi, voilà. Mais par ailleurs, il y a aussi une crise économique qui se profile parce que c'est tout à fait certain qu'il y a plein de secteurs qui sont impactés par cette crise politique, cette incertitude politique.
et que donc on est devant un maelstrom qui est en train de, moi je crois, de prendre de l'ampleur et qui ne va pas se résoudre simplement, évidemment, par un changement de Premier ministre. Est-ce que ça peut se résoudre par une dissolution de l'Assemblée nationale? J'ai même tendance à croire que pas forcément. En fait, la proposition la plus intéressante que j'ai entendue, c'est, attendez, accrochez-vous bien, c'est celle de Jean-François Copé, qui dit il faut que Macron démissionne, mais il faut qu'il démissionne, qu'il annonce maintenant qu'il démissionnera après les élections municipales. Pourquoi je suis d'accord avec cette proposition? Parce que je pense qu'en effet, on a besoin aujourd'hui de conduire un débat sur l'avenir, pas simplement de notre budget, mais sur l'avenir de la France. Évidemment, je ne vous redis pas tous les enjeux à la fois de politique internationale, les enjeux climatiques dont tout le monde, quand on sort, moi j'ai passé un été vraiment pas terrible, je suis rincée par cette canicule. Tout le monde a vu les incendies, les menaces qui, qui sont tous les jours présentes maintenant avec les inondations, les orages, etc. Bref, on a une grosse inquiétude sur les questions climatiques, une grosse inquiétude sur les questions internationales, une grosse inquiétude sur le plan économique. Donc je crois qu'il y a besoin d'un débat et je ne suis totalement opposée à une démission surprise d'Emmanuel Macron qui conduirait à des élections dans 45 jours. Parce que ça, c'est encore une fois faire de la politique d'émotion. C'est-à-dire que là, on arrive, d'abord, ça donne évidemment la primeur à ceux qui sont prêts. Je comprends très bien que les partis qui sont proches, enfin près d'avoir un candidat et un projet soient tentés par cette solution, mais pour la France, je crois que c'est pas bien. Je crois qu'il faut qu'il y ait le temps d'une discussion. Ils gagneront peut-être. Jean-Luc Mélenchon, le Rassemblement national, gagnera peut-être à l'issue de ça. Mais ça ne peut pas être sur la base de la peur, de l'émotion et de l'urgence. Il faut qu'on ait le temps d'une discussion. Donc, moi, j'ai tendance à penser que c'est ça l'issue, c'est une démission d'Emmanuel Macron, retour aux urnes, mais avec le temps du débat. Mm. Et pour clore ce sujet et reboucler en fait avec la question du 10 septembre, il y a eu à la fin du mois d'août, j'ai vu fleurir pas mal d'études, de sondages, etc. Et il y en avait plusieurs qui posaient en gros la question suivante, euh, c'est pas est-ce que vous en avez marre, mais est-ce que vous voulez que tout change? Et en fait, Mm. le pourcentage de gens qui veulent que tout change ne fait qu'augmenter en France. Et je pense globalement dans beaucoup de pays. Et en fait, cette question-là est intéressante puisque aujourd'hui, elle pose la question de la place de ceux que l'on appelait les conservateurs, en fait, dans le monde politique. Et ces conservateurs ont de moins en moins de place, en fait. C'est-à-dire que et tout le monde, en fait, finalement, essaye de proposer de mini-révolutions. Parce que, comme tu dis, on ne peut pas continuer comme ça. Pour la question climatique, la question de genre l'ensemble de ce qui se passe dans le monde. Et parce qu'on voit bien que si on continue, en fait, à système constant, ce qui est, en fait, la proposition qui est faite aux Français depuis 25 ans, bon an, mal an, on voit bien que ça coince, il y a des tensions, il y a des gens qui tombent dans la pauvreté, genre, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Donc, à système constant, on n'y arrive plus et tout le monde le remarque. Que ça soit les gilets jaunes, les classes populaires, les classes moyennes, enfin, genre, ça va pas. Donc, il y a besoin de retourner la table. La question, c'est genre, comment est-ce qu'on retourne la table? Comment est-ce que, genre, parce que il y a assuré, genre, ou plutôt réassurer genre ce qui existe déjà, notre sécurité sociale, notre capacité à vivre ensemble, l'éducation nationale, etc. Mais il y a aussi la capacité en fait à faire transformer notre système. Et en fait, tout le monde le propose. Et là, je vais renvoyer à ce que racontait le débat que j'ai trouvé vraiment très intéressant et que je regardais hier soir. C'est le débat au MEDEF entre les chefs de parti. Donc, il y avait Manuel Bompard, Marine Tondelier, Jordan Bardella, Bruno Retailleau, etc., etc., enfin, Gabriel Attal et Fabien Roussel. Honnêtement, c'était hyper intéressant. Et Oui, j'ai trouvé, bon, le plus faible était Jordan Bardella, qui était genre vraiment, il attaquait les autres.
Bon, mais on comprend pas trop genre où est-ce qu'il voulait aller. Et en fait, les autres essayaient de faire des propositions, des vraies propositions, alors avec lesquelles on était plus ou moins d'accord, bien sûr. Mm. Euh, Plutôt d'accord avec Manuel Bompard qu'avec Bruno Retailleau, bien sûr. Mais c'était intéressant parce que tu voyais vraiment en fait qu'ils avaient à cœur de dire, OK, ça peut plus continuer. Mais d'ailleurs, tous le disaient. L'ensemble des gens qui étaient présents sur le plateau disaient, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, ils s'adressaient aux MEDEF, donc c'était donc aux entreprises. Donc, ils disaient, il y a trop de faillites d'entreprises, il y a la question écologique, etc. Personne n'a remis en question la question écologique, tu vois. Alors, en plus, on sort de l'été, comme tu dis, il y a eu la canicule, mais personne ne la remet en question. Et ils te disent, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, et après, ils ont des voies différentes à proposer. Tu as ceux qui sont un peu plus racistes, tu as ceux qui sont un peu plus néolibéraux, et tu as ceux qui sont un peu plus, patriotes et économiques et relance keynésienne. En gros. Enfin, mais c'est intéressant, parce que, genre, voilà, Mm. ça existe. Mais la prédominance, c'est ça ne peut pas continuer comme ça. Et la proposition de Bayrou, slash Macron, slash Barnier, slash Elisabeth Borne, Gabriel Attal, blablabla, depuis 20 ans, c'est on va continuer comme ça, t'inquiète. Et genre, plus ou moins, enfin, et qu'on va un peu changer sur les bords, etc. Mais globalement, on fait une politique une politique pro-business qui de l'offre, qui nous fait aller dans le mur. Voilà. Oui, C'est ce que je remarque. C'est-à-dire qu'il y avait un hiatus. Voilà. C'est-à-dire que, l'autre qui était faible, c'était Gabriel Attal aussi. Parce que lui, il a proposé la continuité. Genre, lui, il essayait d'être sympa, de faire ami-ami avec les gens qu'il avait dans l'auditoire. Mais globalement, je ne vois pas trop ce qu'il propose d'autre. Là où les autres disaient on va changer, lui il disait on va continuer. Bon, ça marche pas, tu vois. Genre, et tout le monde le sait que ça marche pas. oui, mais enfin, j'entends ce que tu dis. Je vais écouter ce débat puisque ça m'a échappé, mais je vais regarder ce qu'ils disent les uns et les autres. Moi, le hiatus que je vois, c'est que ils disent ça ne peut pas continuer la politique du gouvernement, la politique publique, les politiques publiques. Et moi, cet été, je me suis pas mal baladée dans la France et mes revenus, ce qui souvent m'apparaît, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés à leur vie, c'est-à-dire à leur ville, à leur maison, à leur gastronomie, qui ont envie que ça continue comme ça. C'est-à-dire que l'idée que ça ne peut pas continuer comme ça, c'est une formule qui est. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les gens veulent, veulent que justement la qualité de vie qu'ils ont eu la sécurité, la possibilité pour leurs enfants d'aller à l'université, euh, de, de pouvoir partir en vacances, tu vois, des choses comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est pas possible que ça, on ne veut pas le perdre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas perdre. Et je les comprends, j'en fais partie, qui ne veulent pas perdre. Moi, je suis à Sète, là, je trouve que la ville de Sète est une ville merveilleuse. Enfin, je veux dire, on a envie que les choses continuent, on n'a pas envie d'avoir tout cassé comme on a l'impression que c'est en train de se faire. Donc, il y a quelque chose qui est un peu ambivalent entre l'idée ça ne peut pas continuer comme ça, qui est un peu un discours des politiques, Ouais. et, et les gens qui, eux, ont peur que ça change, qui ont peur qu'on leur retire ce qui fait le sel de leur vie, c'est-à-dire voilà, leur quotidien qu'ils aiment aussi. Donc, bien sûr qu'il y a des gens qui sont dans la souffrance et dans la difficulté et qui, eux, disent ça ne peut pas continuer comme ça. Et je note pas non plus toute la souffrance de la transformation du monde du travail. Parce que là, je pense que dans le monde du travail, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça ne peut pas continuer comme ça parce qu'il y a trop de pression, d'incertitude, de manque de sens, de salaire trop bas, etc., etc. Ça ne peut pas continuer comme ça. La dégradation et la souffrance qui est infligée au monde du travail. Mais voilà, je pense que je pense qu'il faut qu'on arrive à dire des choses qui soient justes par rapport à ce que nous voulons
Et dans on veut que ça continue, tout le monde est d'accord aussi pour que ça change aussi quand même. Par exemple, comment on soigne ou comment on éduque les jeunes et les enfants, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait une réflexion qui soit faite. Comment on fait pour avoir des aménagements des villes et des territoires qui soient compatibles avec le réchauffement climatique. Je pense que beaucoup de gens sont d'accord pour que ça évolue. Mais il y a quand même l'idée qu'il y a encore une qualité de vie et qu'on on peut pas, elle peut pas disparaître. Et tu vois, moi j'ai vu des choses un peu sur les États-Unis cet été. Enfin, tout le monde lit des choses sur les États-Unis. Et dans les choses qui m'ont vraiment frappé et pour le coup, je me dis vraiment les démocrates n'ont pas vu ça. C'est le niveau de souffrance des Américains. Alors là, pour le coup, si tu veux, euh, le niveau d'incertitude et d'insécurité dans lequel ils se trouvent euh, parce que leur système de santé, parce que leur système d'éducation n'est pas euh, socialisé et n'est pas solidaire. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, je ne sais pas si vous avez vu, la progression des maladies infantiles, c'est quelque chose d'affolant. Enfin, je veux dire, les enfants sont très, très, très mal en point aux États-Unis. La progression évidemment de toute la violence, les crimes, etc. C'est-à-dire que ce que je crois que les démocrates n'ont pas vu, c'est que eux, ils ont dit on va continuer et ils n'ont pas vu que les Américains, ils n'en pouvaient plus. Donc je pense qu'il y a à savoir dire ce qui ne peut pas continuer et ce à quoi nous sommes attachés et qui n'est pas complètement encore détruit. Et dans ce qui n'est pas encore détruit, il y a encore la qualité de vie, la sécurité, les sécurités sociales, les protections sociales, les solidarités. Le fait quand même que le poids, par exemple, de l'emploi public en France, c'est 20%, c'est pas rien. C'est pas rien du tout dans la sécurité que cela apporte, la stabilité que ça apporte à de très très nombreuses familles, d'avoir des gens qui sont des fonctionnaires et qui ont un emploi stable, même si par ailleurs il y a des tas de choses qui ne vont pas du tout dans le métier, l'emploi, dans la fonction publique. Voilà. Donc, ce que je trouve, c'est que la difficulté du moment, c'est d'avoir un discours qui soit là, au niveau des transformations à l'œuvre, des attentes et de la réalité du monde et sans caricature, quoi. Voilà. Je sais pas, c'est juste ce que je ressens de cet été et de tout ce que j'ai pu voir qui me semble devoir être intégré par notre politique et nos façons de regarder notre monde, qui n'est pas, pour ce qui concerne la France, qui n'est pas encore qu'une catastrophe. Bon, Petite, genre, pour faire la transition vers notre deuxième sujet, un point quand même sur la gauche, parce que là, il y a une question qui est brûlante, c'est que comme on parle de dissolution, la question se pose de est-ce que la gauche est en ordre de bataille pour mener une élection législative, enfin des élections législatives partout en France anticipées? Et la première réponse, c'est chaud. Vu ce qui s'est passé, vu le degré d'inimitié, vu voilà. Alors, Catherine, t'as fait un éditorial, une newsletter cette semaine en disant bon. Effectivement, mais c'est pas non plus si pire. Je veux dire, aux dernières élections, enfin en 2024, tout le monde, enfin, bah, il y avait peu de gens qui auraient parié sur l'union de la gauche. Elle s'est faite. Donc peut-être qu'il pourrait se passer la même chose. Toi, tu te dis, jetons les rancœurs à la rivière. Euh, je, je, je pense que c'est de plus en plus difficile. C'est-à-dire que, en fait, il y a plein de choses qu'on considère comme acquises. Tu vois, par exemple, la possibilité de se réunir face au danger fasciste, parce que ce serait ça, en fait, qui nous pendrait à nouveau au nez.
le danger de l'extrême droite au pouvoir. Et il y a beaucoup de gens qui disent, oui, oui, mais enfin bon, on se réunira à ce moment-là. Enfin, oui, oui, mais bon, on est toujours en démocratie. Oui, oui, mais en fait, ben, à force de dire oui, oui, mais on est toujours en démocratie. Oui, oui, enfin, tu vois, la démocratie, c'est vraiment le régime, genre, il y a dans la, la marche du progrès, ben voilà, on est là avec la démocratie. Oh, non, mais on peut faire mieux, mais genre, on redescendra pas. Bah, si, en fait. Enfin, tu vois, il y a des cycles. Et genre, et peut-être que genre on est dans un cycle de Mm. reflux. Genre, et donc c'est pareil pour l'union de la gauche, tu vois, genre, est-ce qu'on est capable de surmonter en fait les différends pour en quelques jours réussir à se mettre en ordre de marche? Alors là, il y a quand même quelques petits signaux qui montrent que bon bah par exemple sur quand même le vote de défiance, enfin le non, enfin le vote Mm. non au vote de confiance, eh bien il y a quand même une certaine unanimité à gauche, ce qui paraît bête de dire, mais on est samedi 30 août, et en fait, quand tu le dis, bah, comme dirait l'autre, ça va mieux en le disant. Parce que on sait qu'il y a eu des votes, notamment des censures, au début du mandat de François Bayrou, où toute la gauche n'avait pas voté la censure. Il y avait eu des divisions à gauche. Là, tout le monde parle d'une voix unie, Olivier Faure pour le PS, Marine Tondelier, Fabien Roussel et Emmanuel Bompard ou Mathilde Panot. Enfin voilà, hop, une seule voix. Et voilà, ça existe. Tout d'un coup, la gauche réexiste. Et d'ailleurs, et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai noté dans les différentes prises de position quant à ce vote de confiance de la gauche, c'était les mêmes arguments qui étaient mobilisés. C'est-à-dire que quand tu écoutes Jordan Bardella, lui, il dit autre chose. Il a un autre son de cloche, ah, gna, l'immigration, gna, gna, gna. Enfin, quand il est allé au journal de 20 heures, il ne pouvait pas s'empêcher. Lui, c'est pour ça. Tu vois, il y a un danger migratoire. Enfin, bon, quand même. Enfin, vote de défiance. Je ne vois pas trop le rapport avec le budget, mais enfin, il y a trop d'AME, trop de machin. Enfin, et, euh, et horreur, on conserve l'AME dans le budget. Hop, vote de défiance à Bérou. La gauche, elle utilise les mêmes arguments. Donc c'est quand même, tu vois, je note qu'il y a quand même un squelette en fait qui existe. Mm. Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a quand même eu une expérience qui a duré quelque temps l'année dernière, face au budget Barnier, où la gauche a éprouvé qu'elle était capable de s'unir pour faire passer des mesures. Donc, elle a éprouvé, malgré ses différences, sa capacité à être efficace, utile. Donc, moi, j'ai entendu que Éric Coquerel hier a expliqué qu'on ne pouvait pas s'allier avec les socialistes parce qu'ils n'avaient pas voté la défiance euh, il y a 9 mois François Bayrou. On peut aussi évoquer les politiques coloniales des socialistes en 56. Enfin, je veux dire, quand tu commences à raconter des histoires comme ça, c'est que juste tu es en train de chercher des arguments pour justifier que tu ne veux pas t'allier. C'est-à-dire que ce ne sont pas des arguments raisonnables. Ce n'est pas parce que les socialistes n'avaient pas la même appréciation au mois de décembre l'année dernière que la France insoumise, qu'ils n'avaient pas la même appréciation parce qu'ils sont des socialistes, parce qu'ils sont divisés, parce que les socialistes sont divisés. Je veux dire, ils sont bien obligés de tenir compte de la réalité de leur groupe. Euh, et parce qu'ils ont voulu croire que François Bayrou était une autre possibilité, que c'était une réponse Barnier, c'était totalement mis dans les mains de Marine Le Pen. Eux, ils ont cru que, il faut se rappeler quand même que François Bayrou a appelé à voter pour François Hollande face à Nicolas Sarkozy et avait appelé à voter auparavant, comment elle s'appelle, Ségolène Royal face à Nicolas Sarkozy. Donc François Bayrou était identifié comme quelqu'un avec qui il était plus possible de faire des choses. Et donc, c'était compliqué pour eux de voter a priori la motion de censure. Mais il faut accepter ça. Enfin, je veux dire, on va pas faire compromettre les possibilités de trouver une solution politique et notamment une union de toute la gauche parce qu'ils ont eu un différent d'appréciation sur François Bayrou au mois de décembre 2024. Non, mais stop, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle construire des arguments a posteriori. Ouais, C'est-à-dire que tu cherches les raisons pour lesquelles, et tout le monde sait que c'est comme ça. ouais. C'est-à-dire que quand tu as décidé que tu ne veux pas t'allier, tu cherches les raisons pour lesquelles tu ne vas pas pouvoir t'allier. Et quand tu as décidé le contraire, bah tu jettes les rancunes à la rivière. Voilà. Donc là, Moi, en ce moment, t'as tout à fait raison. La France insoumise, pour l'instant, mais pour l'instant seulement, parce que je ne crois pas que ça durera cette histoire.
Je ne crois pas que ça durera pour deux raisons. C'est que d'abord, je pense que les gens ne veulent pas que ça soit, qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que euh, on n'a pas du tout l'intention de voir l'extrême droite gagner les élections législatives parce que la gauche va se faire ratatiner si elle est divisée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui était l'argument que je mettais dans la newsletter, c'est que si toutes les forces de gauche s'allient et qu'il y a un député, un candidat France Insoumise en face, je pense que dans beaucoup de circonscriptions, ce sera le candidat de la gauche unie qui sera soutenu, élu enfin, qui sera porté en avant par les électeurs de gauche, parce que les électeurs de gauche n'ont pas envie qu'on se dispute à l'infini pour savoir si la motion de censure en 2024, il fallait la voter ou pas la voter. C'est ridicule. Voilà, c'est totalement ridicule. Donc la France insoumise va en faire les frais la première. Donc s'il y a une dissolution, et d'ailleurs vous noterez bien que les insoumis se gardent bien de demander la dissolution, ce qu'ils demandent c'est la destitution d'Emmanuel Macron ou la démission d'Emmanuel Macron. S'il y a une dissolution, toute la gauche perdra des plumes et ceux qui en perdront les premiers, c'est la France insoumise. Il ferait bien de faire un tout petit peu attention à ça aussi, parce que moi j'entends des gens qui disent il y a tous les arguments de s'unir, et puis il y a tous ceux qui, à l'intérieur du Parti socialiste, ont l'intention de rééquilibrer la gauche en leur faveur, qui eux pensent que ça serait une très bonne occasion justement de les ratatiner, en particulier dans les grandes villes. Parce que comme il va y avoir derrière les élections municipales et que donc l'idée de rééquilibrer, d'affaiblir la France insoumise dans les grandes métropoles, là où les écolos et les socialistes sont maires et où les insoumis sont menaçants, je pense que il ferait bien. Il y a une partie dans les appareils qui sont tout à fait d'accord pour que les insoumis continuent leur connerie, parce que ça permettra de les affaiblir à l'Assemblée. Donc moi je crois qu'ils vont se calmer et que ça va revenir, on va revenir à la raison, parce que ils n'ont pas intérêt à sortir d'une dissolution avec un groupe divisé par deux. C'est pas tout à fait les meilleures conditions pour engager dans la foulée les municipales et les présidentielles. Voilà. Donc moi je crois qu'il y a des raisons politiques de fond, il y a une expérience et il y a des intérêts particuliers qui vont ramener les insoumis à la raison. Euh, Parce que juste, oui, je finis, je suis complètement d'accord avec toi. Parce que je me souviens pendant le NFP, là, au début du NFP, quand ils se sont mis d'accord, ils ont dit, mais oui, mais c'est normal qu'on soit d'accord. On vote à 85% pareil. Bah oui. J'ai entendu un député insoumis qui disait, mais vous vous rendez compte, sur telle loi, on n'a pas voté pareil. Donc c'est normal qu'on les déteste, les socialistes, les insoumis, tu vois. C'est le même argument, enfin, tu vas te dire, en fait, tu peux te dire, tu te rends compte 80% en vote pareil, et puis après, tu as l'autre qui dit, non, mais tu te rends compte 15% en vote pas pareil, tu vois, ben voilà. Bah oui. T'as tout dit, genre, c'est vraiment un argument qui est mobilisé a posteriori. Mm. On Mais verra. oui, ce que je pense, c'est que une chose sur laquelle il y a une espèce de non-dit derrière, c'est cette question de l'unité de la gauche. Est-ce que ça veut dire la fusion de la gauche? Il faut admettre que la gauche est diverse. Elle est diverse structurellement, historiquement, mais vraiment des désaccords. Et on peut enchaîner sur notre deuxième point qu'on abordera juste là. Et moi, j'avais envie qu'on en parle parce que ce qui m'a frappé cet été, c'est plutôt un motif de confiance pour moi. C'est que j'ai noté euh, de, nouveaux, de nouvelles propositions politiques dans le champ de la gauche, pas spécialement française, mais plutôt sur le plan européen et voire américain, international. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on commence à organiser, à organiser. Il commence à émerger et donc possiblement à s'organiser un débat sur des propositions de gauche qui sont pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, compatibles les unes avec les autres, mais qui me permettront peut-être de faire que la gauche se mette à l'heure de la transformation très profonde que l'on est en train de vivre. C'est-à-dire que ce matin, Benoît Hamon fait paraître une tribune dans Libération et il commence par citer De Maistre, qui était un contre-révolutionnaire juste de la Révolution française, et qui disait on a trop cru que c'était des événements et c'était une révolution. Et là, nous ne sommes pas devant des événements,
Ce qui se passe, ce ne sont pas des événements, c'est une transformation absolument profonde. On a parlé tous les deux là de la question écologique, je pense, qui va tout transformer, nos modes de vie, nos modes de production, notre façon d'envisager le territoire. Enfin, tout va être affecté par cette question de de la crise climatique qu'il faut intégrer et combattre. Donc ça, c'est la première chose, et que c'est en train de redéfinir vraiment profondément même les forces économiques dans le monde. Ça, c'est la première révolution mais énorme. Et la deuxième, c'est la question de l'émergence du Sud. L'Occident a définitivement perdu son leadership. Ça ne reviendra pas en arrière. L'Occident peut apporter des choses, elle peut, et s'il est tenté qu'un existe un Occident, enfin, les pays occidentaux vont continuer de pouvoir participer au concert des nations, mais ils ne remettront plus en coupe réglée le reste du monde. Mm. D'autres, bon, Benoît Hamon signale d'autres révolutions très profondes, comme par exemple la question démographique, avec la baisse de toute la démographie dans le monde entier, sauf en Afrique, avec une croissance très forte, et la question migratoire. Bref, il y a des événements qui sont d'une ampleur telle qu'on ne peut pas considérer qu'ils sont les uns derrière les autres, et qui sont des événements précisément, mais qui sont une mutation de notre époque considérable. Et donc, face à ça, euh, moi, j'ai noté des choses qui me paraissent vraiment intéressantes à suivre et à discuter. On en avait parlé un tout petit peu avant l'été. On avait dit que le travail que faisait Glucksmann était intéressant à suivre. La France Insoumise sort le 5 septembre et on a eu le plaisir de recevoir leur texte, un livre dans lequel c'est un livre pas de la France Insoumise, mais c'est l'Institut de la Boétie, et c'est des chercheurs et avec des dirigeants de la France Insoumise qui interviennent dedans sur la gauche et le peuple dans ces transformations, et ils disent des choses qui sont intéressantes. Il s'est passé quelque chose d'assez important en Angleterre avec l'affirmation de Corbyn avec une autre députée travailliste dont je ne connais pas le nom, et ils ont décidé de créer un nouveau parti qui semble avoir vraiment de l'ascendant, puisque, bon, c'est tout à fait le début et on va voir comment les choses évoluent, mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, il semble être au coude à coude avec le Parti travailliste. Bon, la route est longue, hein, mais enfin, en tout cas, il y a une autre voie issue du Parti travailliste dans la gauche anglaise pour se détacher de Keir Starmer, qui est absolument le digne héritier dramatique de Tony Blair. Et puis, il y a ce qui se passe, la gauche californienne qui ose dire que le projet, ce serait de proposer l'abondance, que la gauche américaine ne doit plus être focalisée sur les questions de société comme le wokisme, etc., mais promettre au peuple américain une nouvelle ère d'abondance, notamment en termes de logement, en termes d'emploi et en termes d'énergie, etc. Donc, leur moteur, c'est la proposition de l'abondance. Quand la gauche, ce qu'on appelle la troisième gauche, et la Fondation Jean Jaurès a fait une note euh, à la fin juin sur ce sujet, il y a une autre proposition qui est dans les pays, notamment d'Europe du Nord, mais qui a un écho en France, notamment dans les milieux intellectuels, d'une gauche, d'une proposition de restreindre le welfare state, enfin la protection sociale, aux nationaux, et donc d'être intransigeant sur la politique migratoire, ce qui a conduit par exemple la première ministre du Danemark a refusé que les hôpitaux danois accueillent des enfants de Gaza pour être soignés, parce qu'elle ne veut pas voir arriver, quand il y a des enfants, il y a des parents. Elle ne veut pas voir les parents. Donc, elle va vraiment au bout de sa logique de fermeture de la richesse danoise aux Danois et à l'exclusion de tout autre, y compris des enfants de Gaza. Et donc, tout ça me fait dire qu'il y a des choses assez radicales qui sont en train de d'émerger dans des courants de la gauche, euh, et que on va voir comment tout ça va se développer, mais il me semble que est en train de naître des propositions qui essayent de
de prendre la mesure. Alors évidemment, vous comprenez bien que je suis pas du tout en train de valider ni la proposition californienne ni la proposition de la troisième gauche, mais ça me semble être intéressant que la gauche se remette en mouvement, ce qu'elle n'avait plus vraiment fait. Il y avait eu l'émergence du mouvement insoumis en France, mais qui était quand même circonscrit à la France. Et là, il me semble qu'il y a des choses intéressantes qui sont en train d'apparaître et qui devraient donner du grain à moudre à la gauche pour se remettre dans son temps, dans le nôtre. Je voudrais juste, moi, dire un point sur ce que tu as dit, et notamment les différents exemples, parce que moi, je vois en fait deux directions qui sont proposées par les gauches, et notamment celle dont tu as parlé. C'est en gros un choix, une alternative, de dire, euh, pour évoluer, pour gagner, éventuellement, la gauche doit ou bien s'hybrider, ou bien enfoncer les valeurs sur lesquelles elle a toujours été forte. Enfin, tu vois, asseoir en fait sa différence avec le reste du monde, enfin le reste, pardon, du champ politique, etc. Enfin, pour moi, ça, c'est la proposition de Jeremy Corbyn et de Jean-Luc Mélenchon. Par exemple, dans deux pays différents, eux ils disent genre, Et ou de AOC aux ou de États-Unis, Bernie Sanders, ou de Bernie exactement. Sanders. Mm. Et eux, ils te disent genre, d'ailleurs, il s'avère que les trois personnes là, si j'enlève AOC, tu vois, mais d'ailleurs, bon, bah, AOC, Bernie Sanders, enfin, il y a une filiation, hein, enfin, d'ailleurs, on l'a vu à l'œuvre l'année dernière, mais Bernie Sanders, Jean-Luc Mélenchon, Jeremy Corbyn, ils sont pas nés de la dernière pluie, tu vois, je veux dire. Et ils ont tous été des dirigeants du Parti démocrate travailliste socialiste. C'est-à-dire Exactement. ils viennent de cette histoire-là avec laquelle ils rompent. Ah, eh ben, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que, genre, justement, ils Où ne ils renouent avec l'histoire originelle. C'est ça. nous avec l'histoire Mm, originelle. Et mm, d'ailleurs, ils te le disent, les trois, ils te disent, j'ai toujours dit que. Et c'est vraiment très important de dire, genre, nous avons une ligne, et en fait, c'est le reste du parti, ou des partis, tu vois, qui s'est égaré, etc., machin. mm, Et c'est là que, genre, c'est intéressant, ce qui est proposé à la fois par les Danois racistes et, les technosolutionnistes californiens démocrates, c'est que mm, eux, ils se disent, genre, bon, bah, pour changer, on va hybrider avec la droite. Et alors, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai écouté les podcasts des deux Américains là, qui ont écrit. C'est un mec du New York Times, c'est un mec de The Atlantic. Ils ont écrit un livre qui s'appelle Abondance. Au mois de mars. Donc, j'ai pas lu le livre, mais j'ai écouté les podcasts de ces deux journalistes. Et alors c'est assez drôle, qui sont démocrates, hein, qui se revendiquent de gauche. Et alors, eux, c'est vraiment drôle parce que, en fait, tous leurs codes sont des codes, en fait, ils regardent l'Amérique de Trump, ou ils regardent l'Amérique qui réussit, et ils se disent, franchement, genre, la gauche, elle est chiante, tu vois, ils arrêtent pas de dire que, ah, le risque climatique, etc. Bon, bah non, nous, c'est yes, man, yes, ça va être cool, etc. Alors, parce qu'il y a deux grands slogans aux États-Unis, c'est Not in my backyard, donc ça, c'est les écologistes qui disent Not pas dans mon jardin, c'est-à-dire je veux pas dans mon jardin une foreuse à pétrole, je veux pas dans mon jardin une autoroute 4 voies, je veux pas dans mon jardin je sais pas quoi dégoûtant de pesticides. Et puis tu as en face l'Amérique de Trump qui dit Yes in my backyard. Et donc ils plantent chacun des panneaux et eux ça veut dire que genre ils disent ouais moi je suis trop content d'avoir une foreuse dans mon jardin et je suis mm, trop content d'avoir une 4 voies devant chez moi, etc. Ils s'opposent. Et là les deux malins là du New York Times qui sont des démocrates, ils te disent mais l'idée, c'est peut-être de dire yes in my backyard, donc oui dans mon jardin, mais pour des choses cool, tu vois. Mais tout est, franchement, je suis désolé pour ces deux personnes qui ont l'air des gens sympathiques au demeurant, tu vois. Mais alors, ils sont là à vouloir, eux, ils veulent de l'énergie illimitée. mm, Ah, oui, d'accord. Première nouvelle. Enfin, je savais pas que genre, bon, un, que c'était possible, pourquoi pas. Et deuxièmement, ils se posent pas la question de ce que ça produit l'énergie illimitée. Si tu as de l'énergie illimitée, mais tu consommes du plastique illimité. Enfin, je veux dire, tu consommes toutes des merdes illimitées. Quand bien même ton énergie serait propre.
Je veux dire, tu consommes des microplastiques. Bon, bah, c'est une catastrophe. Et donc, et tout est comme ça. Je veux dire, un logement, alors, ils veulent une politique enfin, tout est un peu absurde. Mais ce que je veux dire, c'est que eux, ils hybrident, en fait, avec les néolibéraux. Tu vois, ils se Mm, disent, on va pas être raciste, hein, comme les Trumpistes, mais on va être hybrider avec les néolibéraux. Les Danois, eux, ils hybrident avec l'extrême droite. Tu vois, c'est une autre façon de faire la modification. Ma critique générale sur ces deux propositions, ou bien genre les fondamentaux, ou bien genre l'hybridation, c'est qu'en vérité, il n'y a pas de la profondeur du projet et notamment de la nouveauté du projet. Enfin, moi, je trouve que ça fait pas la rue Michel, quoi. Genre, on va pas aller très loin, en fait, avec aucune de ces deux propositions. Et que je vois bien. Alors là, il y a des tentatives, mais là, pour l'instant, on en est vraiment au niveau zéro, je trouve, notamment de Jean-Luc Mélenchon. Tu vois, quand il dit la Nouvelle-France. Alors là, il est en train de tenter, mais c'est les balbutiements, hein. Et j'ai pas lu encore La Boétie, hein, donc peut-être mm, qu'il y a des voix là-dedans, tu vois. Mais la question du modèle, en fait, proposer, comment on expérimente, comment on va vers ce modèle nouveau, qui était en gros bah, la voie des marxistes communistes, nanana. Tout ça, je sais pas, en fait, je ne vois pas qui a réussi, enfin, qui travaille, en fait, à la mise à jour, en gros, de la proposition marxiste, véritablement. Il y en a, hein, et franchement, peut-être que Jean-Luc Mélenchon en fait tout à fait partie de ceux qui essayent de mettre à jour ça, ce vocabulaire-là, et ce système-là. Mais pour l'instant, tout ça est bégayant, quoi. Genre, je veux dire, c'est les fondamentaux contre les hybridations, et je crains que les deux soient perdantes, quoi. Mais bon. mm, mm. Bon, moi enfin, je suis pas contre tout ce que tu viens de dire, hein. Évidemment, je n'adhère pas à ces propositions nouvelles qui émergent. Quant à celle de Jean-Luc Mélenchon sur la Nouvelle-France, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, il y a l'envie de nouveau, et puis il y a l'envie que tout ne disparaisse pas. Voilà, ce que je veux dire, c'est que le socle sur lequel la Nouvelle-France veut s'installer, c'est-à-dire la jeunesse, les femmes, les racisés, c'est une partie des gens qui sont portés vers de la rupture radicale, et que ça ne fait pas toute la France, et ça ne fait pas tout le monde, et tous les autres ne sont pas d'affreux Jojo réac qui ont décidé de manger du plastique matin, midi et soir. Voilà, je pense que notre problème est d'arriver à parler à ceux qui veulent des ruptures, par exemple sur le terrain de l'égalité entre les hommes et les femmes, encore qu'il faut prendre la mesure aussi de ce qui s'est fait et l'installer et l'ancrer. Voilà, pour moi, c'est cette question de, mais je trouve intéressant que chacun énonce ses logiques et qu'on puisse en discuter et les nuancer, les contrebalancer. Voilà, donc ça me fait dire deux choses. C'est qu'on vous avait parlé de ce projet on vous avait écrit à ce sujet. On a l'idée de suivre, comme on a fait d'ailleurs cet été, si vous ne l'avez pas vu, on a traduit un texte de Varoufakis qui était super intéressant à la suite de l'accord pitoyable de la Commission européenne avec Donald Trump, là, le big deal euh, où Van der Leyen s'est vautré. Euh, donc Varoufakis a fait un texte qui nous est apparu vraiment intéressant, et donc on l'a traduit, et on a envie d'un peu systématiser cette approche, c'est-à-dire d'aller regarder ailleurs les intellectuels, les partis politiques, les acteurs politiques qui proposent des choses nouvelles, de les suivre et de les traduire et de vous les rendre accessibles. Et que pour ce faire, bah ça c'est une question qui est une question économique en fait. On a ce projet, on a des relais pour le faire, mais traduire et rechercher ça de façon un peu systématique, ça nous demanderait que euh, quelques milliers d'entre vous euh, acceptent de payer 5 euros par mois pour la newsletter que vous recevez, que vous lisez, dont nous avons de très bons échos. C'est massivement regardé, quoi, ce qu'on vous envoie. Et donc, bon, on va essayer de vous ressolliciter et de mettre en place ce truc-là, parce que justement, je trouve que ce que j'ai vu cet été me confirme dans l'idée qu'il faut être en alerte sur les débats, les intellectuels et les propositions qui sont ailleurs, au-delà de la France. Et puis la deuxième chose, c'était que Martelly a bien travaillé cet été, qu'il est en train d'écrire une note un peu sur
un certain nombre de ces idées en débat et que donc ça contribuera aussi, et notamment une lecture du texte de la Boétie, mais aussi de la proposition de la Fondation Jean Jaurès qu'ils avaient fait au mois de juin. Enfin bref, voilà. Donc on est, enfin, cette question de regarder comment les gauches françaises et au-delà réfléchissent, travaillent et appréhendent le temps nouveau, ça va être vraiment un axe qui va nous tenir probablement quelque temps. Je pense avant que ça se stabilise, on a un peu de chemin devant nous, quoi. Voilà. Donc, on va vous ressolliciter et on croit que c'est utile de faire ça, quoi. Voilà. Et je souscris totalement à tout ce que vient de dire Catherine. Et je terminerai parce que, en fait, j'ai ouvert derrière Le Monde. Et là, l'article qui est en une du Monde, euh, c'est juste pour vous dire la différence entre genre, Le Monde et nous. Je dis pas que c'est mieux, mais je vous lis le titre de l'article. Avec la chute annoncée de François Bayrou, Emmanuel Macron face au risque d'un mandat déstabilisé. Voilà. Mm. Où Mm. est-ce qu'ils s'en sont? Non, mais franchement, c'est assez drôle d'imaginer qu'eux, ils s'en sont. Il y a un risque hein, pour l'instant que ça soit déstabilisé. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien dans le quinquennat de Macron. Jusqu'ici, tout va bien. L'hypothèse qu'Emmanuel Macron soit déstabilisé. Alors que, Dingue, en fait. Ouais, c'est un truc bon, comme ça, honnêtement. Voilà. Donc, nous, on dit pas ça, par exemple. C'est un peu moqué du monde, mais parfois, ils font du bon travail quand même. bon, allez, Sur ciao. ce, À à la la semaine semaine prochaine. prochaine. Ciao.